Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans l'impro ciné-critique, je vais tenter de vous parler comme ça à chaud après un seul visionnage, et c'est pas facile, du nouveau long métrage d'Ari Aster, son quatrième dans ce format, après Hérédité, Midsommar et il y a 2 ans Boys Afraid. Il revient donc en sortie nationale ce mercredi en France avec Eddington, qui avait été présenté au Festival de Cannes, et on y retrouve en tête d'affiche, comme dans Boys Afraid, Joaquin Phoenix, rôle principal absolu, celui du shérif de cette ville perdue dans le Nouveau-Mexique. À ses côtés, Pedro Pascal, qui interprète le maire et qu'on voit partout en ce moment, matérialiste il y a quelques semaines. Et la semaine prochaine, pour celles et ceux qui iront le voir au cinéma, Les 4 Fantastiques. On retrouve Emma Stone, qui joue l'épouse de Joaquin Phoenix. Austin Butler, une sorte de gourou conspirationniste, tout ce que vous voulez, sur Internet, parce qu'on est dans un monde particulier, ici une Amérique des années 2020, et dans des rôles secondaires, mais quand même importants, Luke Grimes, qui joue, on va dire, l'adjoint au shérif blanc, Michael Ward, qui lui est l'adjoint au shérif afro-américain, même si l'acteur est britannique, Deirdre O'Connell qui joue la belle-mère du shérif, qui va être de plus en plus présente au fur et à mesure que l'intrigue avance, quand même, mine de rien, et plein d'autres gens. Alors on va citer les plus jeunes, parce qu'ils ont quand même une importance dans l'intrigue. Amélie Offerley qui joue Sarah, Matt Gomez Hidaka qui interprète Eric, le fils du maire, et Cameron Mann, le pote du fils du maire, Brian, qui lui va être très central aussi. Un récit particulier et assez choral sur le papier, enfin satellitaire autour de ce personnage marqué et marquant du shérif Joe Cross, dans une ville d'Eddington qui est fictive, mais qui représente une ville lambda aux États-Unis, plutôt vers le sud, vers l'ouest. Bon. En pleine période Covid 2020, on est au mois de mai, et pas que Covid, on va y revenir très vite. Donc ce shérif n'aime pas trop l'idée qu'on impose le masque à ses citoyens et à lui-même. Alors il y a un jeu là-dessus, parce que peut-être un peu réac sur des bords, oui, conservateur, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais en plus il ne peut pas vraiment bien respirer avec, ce qui est vrai parce qu'il a de l'asthme. Donc il y a une sorte d'ironie là, oui, parce que je ne l'ai pas dit, Eddington, c'est estampillé comédie noire, mais alors très noire, et western, ou post-western, thriller aussi, ça va partir un peu dans tous les sens. Donc Joe Cross, ce shérif, est en, on va dire, rivalité avec le maire de la ville, Ted Garcia, qui va se représenter pour un nouveau mandat, et qui promet le futur à Eddington, en truc high-tech, avec énergie propre, etc. Un peu marketeux sur les bords. Bon, donc les deux vont s'opposer. Sorte de duel, peut-être, au sens propre comme au sens figuré. Mais avec cette histoire de Covid et de réélection potentielle, il va y avoir quand même des tensions. Jusqu'au jour où Joe Cross, le shérif, décide de se présenter contre Ted Garcia et sur fond de protestation, puisque pas que Covid en 2020, au mois de mai, là, il y a aussi l'affaire George Floyd. Donc les jeunes vont dans la rue et font des manifestations antiracistes, I Can Breathe, etc. Black Lives Matter, vous connaissez l'actualité. Et forcément, ça rajoute de l'huile sur le feu un petit peu, et ça va partir en vrille. D'autant plus qu'on est dans une Amérique complexe, compliquée ici, qui est proche de la vraie Amérique. C'est de la fiction, mais quand même, on y voit tous les poncifs d'une réalité exacerbée. Et Joe Cross, il a une épouse qui va pas bien. Louise, donc jouée par Emma Stone, qui est en dépression, ou qui s'en remet peu à peu, et qui est fragile comme sa belle-mère, comme sa mère, la belle-mère du shérif, et donc tombe sur des vidéos sur les réseaux, sur YouTube, notamment donc de ce gourou là qui promet des choses. Là, nous ne sommes pas des coïncidences, blablabla. Mais bon, notre shérif aussi, il scrolle les choses un petit peu anti-vax et autres et compagnie sur son téléphone et sur son ordi. Donc, vous voyez, ça monte et ça va exploser. Bon, c'est pas facile de faire une vidéo comme ça sur le film qui est d'une richesse totale, qui, après donc l'autopsychanalyse de Boys Afraid, nous dresse ici à travers un Ari Aster qui reste quand même, on va dire, un petit peu particulier dans son écriture. Là, c'est la psychanalyse des États-Unis actuelle de cette période-là. Le film sort presque un peu trop tard, ou pas, mais sur certains points, pas tout à fait. C'est limite que ça aurait pu être écrit autrement, de façon tout aussi exacerbée, vu l'actualité en ce moment. Bon, le Covid paraît un peu loin, mais bon, peu importe. Ce n'est
de toute façon, cette histoire-là qu'un prétexte pour que les choses explosent et pour montrer à quel point ce pays, qui est le pays d'Ari Aster, implose en lui depuis même peut-être très longtemps. Et c'est pas pour rien qu'il utilise les codes du western ici pour déconstruire ce pays qui est en déconstruction, alors qu'on a un shérif qui essaye de construire sa communauté là, etc. Donc il y a un aspect John Ford. Si vous avez vu beaucoup de films du cinéma de John Ford, je pense que c'est l'influence numéro 1 là. C'est une sorte de retournement et relecture moderne de l'homme qui tua Liberty Valance, avec le politicien plus ou moins idéaliste et l'ancien homme d'avant. Mais là, c'est quand même plus compliqué. Il y a moins d'idéaux et disons que tous les personnages sont au mieux très gris, voire un peu plus vers le côté obscur. D'ailleurs, plus on avance dans le film et plus l'obscurité se fait, avec un travail de chef-op remarquable de Darius Khondji, oui, qui avait travaillé pour Jeunet Caro, mais pas que. On est peut-être plus proche ici de ses collaborations avec James Gray, sur certains points. C'est presque de Lost City of Eddington, hein, par moment, parce qu'il avait participé à ce film, Lost City of Z, donc de Monsieur Gray. C'est vraiment la ville perdue avec des gens qui sont perdus et pathétiques. J'ai pas beaucoup ri dans le film en soi, parce que tu vois le propos, c'est assez froid, c'est très cynique sur certains points, et il y a un regard sur les diverses factions, diverses oppositions, qui en dit long, de la part d'un Ari Aster qui a un petit peu envie de taper sur tout le monde, ou presque. C'est marrant, il y a presque un geste à la Dupieux, mais c'est très différent. Dans cette idée de créer quelque chose de très sombre et de très crépusculaire. On est dans une sorte de post-western crépusculaire, des choses qui ont été tentées et faites ces dernières années. Moi je pense à No Country for Old Men des frères Coen, parce qu'il y a un petit peu de ça, mais c'est beaucoup plus exacerbé ici, c'est moins froid, quand bien même il y a des situations où... Voilà. Ce film, c'est l'Amérique, et c'est toutes les déviances possibles d'une Amérique actuelle, que ce soit pour les anciennes générations, alors il n'y a pas vraiment de personnes très âgées là, enfin plus ou moins, mais voilà, et les plus jeunes, mais aussi les combats nécessaires, mais qui s'affrontent, on va dire, qui percutent une sorte de plafond de verre de cette Amérique qui étouffe, qui exclut, qui marginalise. Et le film s'ouvre sur, j'ai envie de continuer là-dessus, un vagabond, un clochard, un hobo si vous voulez, qui marche sur la route et qui arrive à Eddington et qui découvre cette petite ville là faite de boîtes. Il parle de boîtes à lui et tout. Un gars qui est complètement paumé, qui représente beaucoup, c'est le fil rouge peut-être. Et je parle là de ça parce que les débuts de films d'Ari Aster, si vous voyez un film d'Ari Aster, vous regardez le début, la première scène, première séquence, dit tout ou beaucoup. Là, c'est un peu plus subtil, mais en fait, ça en dit long sur son regard et sa critique de l'Amérique. Elle est dans ce personnage, quelqu'un qui le dira à un moment, je reviendrai dans la zone spoiler peut-être sur ce point-là, qui a été abandonné. Et ce qui se passe en Amérique, tout ce qui va se passer dans ce film, elle l'a bien cherché, cette Amérique-là. Donc ça explose ou ça implose. C'est un peu, voilà, on se demande, c'est une cocotte minute. C'est vrai que là-dedans aussi, il y a des choses qui peuvent ramener à Nope de Jordan Peele, mais là aussi très différent. On est dans ce style de film-là, qui modernise des codes, qui les détourne un petit peu, et qui disent beaucoup, et parfois trop, parfois un peu dans tous les sens, sur ce pays qu'est les États-Unis. Là, Ari Aster, il n'a pas fait l'économie de quoi que ce soit. C'est difficile de poser un avis, d'ailleurs, je ne vais même pas chercher à le faire à travers cette vidéo, parce qu'il faudra que je revoie le film. Par contre, je questionne ici. J'analyse ma maigre contribution à chaud et un seul visionnage. J'ouvre des portes pour que vous puissiez, vous en commentaire évidemment, vous engouffrer dans ce que j'ai pu dire ou pas dire. Comme d'habitude, j'ai raté pas mal de points et c'est normal. Donc il y a cette idée-là, cette ville qui va se moderniser, c'est-à-dire c'est une ancienne ville, mais un peu pavillonnaire quand même, qui va avoir ce data center bientôt, avec ce maire qui veut faire rentrer dans l'avenir, un maire qui veut oublier son passé aussi, et c'est l'idée de la marginalisation dont je parlais à travers ce hobo. Tous les personnages ont quelque chose à oublier ou un poids du passé, pratiquement, enfin, à part les plus jeunes. Vous avez donc notre shérif avec son épouse, on sent que c'est compliqué, qui subit l'héritage du père de son épouse, donc beau-père, shérif, c'est le premier shérif du coin, ça a l'air d'être une ville assez nouvelle du coup quand même. Bon, premier shérif du coin, ok, il a pris la suite et on sent qu'il porte ça comme une forme de fardeau. C'est quelque chose, quoi.
C'est marrant parce que on est toujours dans cet aspect-là, domination d'une génération. C'est pas la mère, là, hein, vous savez, chez Ari Aster, la mère est très présente, surtout dans Boys of Fred. Là, c'est un peu la belle-mère, mais c'est l'héritage aussi du père de sa femme. C'est passionnant, ça, parce qu'on y revient. D'ailleurs, on y reviendra hein, à un moment à Boys of Fred. Je ferai un point sur ce point dans la zone spoiler. Je vais vraiment d'oublier des trucs. Hein. Bon, il y a ça, personnage ultra pathétique, descente aux enfers, du pathétique absolu. T'arrives presque à le prendre. Pourtant, c'est compliqué. Mais bizarrement, Ari Aster, il veut pas, il veut nuancer, enfin, il veut rester dans des zones de gris. Le personnage de Pedro Pascal, on apprend quelque chose aussi qu'il a fait une vingtaine d'années, qui va avoir forcément un poids là. Est-il l'homme parfait? Il a été casté en tant que gendre idéal et tout, hein, c'est Pedro Pascal. Mais voilà, on va peut-être gratter derrière, où le film veut peut-être nous faire croire cela. Et bon, après, hein, bah, les personnages dépressifs, ou des jeunes qui se cherchent, et qui cherchent aussi à se faire une place. Il y a donc le fils du maire, d'accord? Il y a cette jeune activiste, Sarah, qui est très impliquée, antiraciste et tout. Et tu as le Brian, qui est le pote du fils du maire, qui tombe visiblement amoureux de Sarah. Il n'a pas l'air d'être très impliqué dans la lutte, vu la famille dans laquelle il vit, très pro-gun et tout. Mais en tombant amoureux de Sarah, il va se muer en militant Black Lives Matter et il va aller loin dans son délire. Mais à quel prix? Et à quel but? Dans quel but? Ça aussi, c'est passionnant. Et évidemment, ça questionne les réseaux, tout ça, bien sûr. Facebook, ah oui, ben Facebook pour les plus anciens, plutôt Instagram pour les plus jeunes, bien sûr. Il y a le personnage, c'est un film, c'est vraiment, c'est fou, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Le personnage du flic afro-américain, qui a aussi ce petit souci avec son passé vite fait, et qui surtout est en plein dilemme, au moment où il y a les protestations Black Lives Matter. Il est flic, donc Black Lives Matter, ils sont tous anti-flics. Lui, il ne peut pas être anti cette cause, or c'est compliqué, et il s'entraîne au tir. C'est l'américain ambivalent, ambigu, par excellence, ce personnage. Choix intéressant de caster un britannique. Ça s'entend pas hein, dans l'accent, mais voilà. Et derrière, ça déroule. Et c'est un film où j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce qu'il y a une exposition de choses, d'ambiance, de duels, de western. À un moment, bah oui, il y a le maire et le shérif qui se font face dans une supérette, ou dans la rue devant le poste de shérif, où il y a limite un papier qui passe entre eux, là, et ils sont en duel, attention, pas trop près parce qu'il y a le Covid, ils n'ont pas de flingue, mais une sorte de joute. Il y a un duel encore plus fort plus tard, où le shérif veut s'imposer et couper le seau d'un meeting fait du maire, et le maire remet le son, puis il se donne des baffes. C'est pathétique. C'est juste pathétique. Il y a une finalité à ce duel qui est absolument presque inattendue, mais qui vire vers une forme de cynisme pathétique aussi, d'une certaine manière. Et voilà, il y a plein de trucs. Et le gourou, et la femme qui s'en va, et machin, et perte de pied totale, et on s'enfonce. Donc j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais dans la dernière heure, il y a pas un twist, on va dire une bascule, qui, alors à la fin, extraordinaire. La dernière heure du film est forte. Et c'est intéressant parce que c'est l'effet inverse de Boys of Fred, c'est le miroir de Boys of Fred où ça a commencé tambour battant, puis après en vivoté pour une finalité très intéressante en soi, mais bah là c'est vraiment l'opposé. Après avoir fait sa psychanalyse, ici, il déconstruit son cinéma pour le reconstruire, on le reconnaît à Ari Aster, afin qu'il puisse porter cette vision sur son pays. C'est-à-dire qu'il passe une nouvelle étape dans son cinéma ici, mais ça reste du Ari Aster. Et voilà. Et bon, il y a des scènes remarquables de fusillade, tout ça, donc là, le choix de la couleur, enfin, plutôt des lumières ou des non-lumières. La dernière partie du film est quasiment que nocturne. Il y a un jeu sur les espaces aussi, cette maison isolée du shérif qui vit en marge de la ville, en marge de la société, comme s'il était bloqué dans un ancien temps. C'est un personnage de John Ford qui a été basculé dans le futur, quoi, mais qui a mal vieilli par rapport justement au code et au poncif de cette ancienne Amérique-là. Et en face, vous avez l'idéaliste moderne, qui aussi est une autre forme de personnage de John Ford, hein, celui de Pedro Pascal, mais autrement. Et on en revient à l'opposition, enfin opposition, si on veut, entre le personnage de John Wayne et celui de James Stewart, dans L'homme qui tua Liberty Valance. Et une autre référence à Lincoln, au film Young Mr. Lincoln de John Ford, à la fin, je dis pas pourquoi et comment, mais elle y est frontalement. Ça m'a surpris d'ailleurs, bon, il y a tout à analyser dessus. Spoiler, je vais partir sur la bascule et voir après ce que je peux dire. C'est compliqué. Hein. À un moment, il y a ce personnage du vagabond, le hobo, qui donc
dans toute la première partie du film, est en déprime, abandon absolu, il s'est senti abandonné, peut-être sa fille a été... Enfin, il dit des trucs, il mélange plein de trucs d'Amérique, mais lui, il a été marginalisé de celle-ci. Et à un moment, il se retrouve seul au bar, il picole, il détruit tout. Au début, d'ailleurs, il se fait violenter par le shérif au bar, ça a été filmé, tout ça, ok. Et qu'est-ce qui se passe dans ce saloon, hein, parce que là, on est dans un western nocturne à ce moment-là, le shérif décide de tuer ce vagabond, comme ça, presque gratuitement. Ou parce qu'il renvoyait une sorte de miroir de ce qu'il ne voulait pas être, ou peut-être parce que ce vagabond, hobo, lui renvoyait une vérité sur son pays qu'il refusait de voir. Et à partir de là, la bascule se fait, le shérif va devenir un tueur. Alors en fait, la vraie bascule, elle est juste avant, quand sa femme s'en va. Sa femme le quitte pour le gourou de la secte. Voilà. Une femme avec qui il veut avoir un enfant, on la prend au début, hein, sur des écrans, il faut être attentif toujours avec Ari Aster. Un enfant qu'elle aura avec son gourou dans la dernière scène du film, on le voit à la télé, enfin, sur YouTube, pardon. À la télé, c'est Young Mr. Lincoln qu'on voit dans la dernière scène. Enfin, l'une des dernières scènes, du coup. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers. Il perd pied, donc déjà, il était à moitié. Là, le pathétique devient l'homme vengeur, law and order. Il va tuer le maire et son fils. Il va essayer de brouiller les pistes en mode, c'est peut-être les antifas ou au contraire les fascistes. Il y a tout un mélange antifa, white supremacist à la fin. Et vous essayez de comprendre des trucs, il y a peut-être des choses, je ne vais pas aller trop dans l'analyse, pour moi ça me paraît clair, mais c'est particulièrement spécial, en mode girouette de choses aussi d'une Amérique qui de toute façon souffre de cette lutte, parce qu'elle n'a pas su régler les problèmes avant, elle n'a pas su gérer ces inégalités en les mettant, enfin c'est l'histoire du melting pot américain, l'Amérique a failli là-dessus, ça se voit sur cette histoire. Donc il y a ça, il va essayer de faire accuser, c'est là où on est dans le cynisme absolu, il devient vraiment méchant, quoi. L'adjoint noir américain, tout ça pour dire que de toute façon, bon, il a essayé de faire un alibi test Covid, visiblement il a l'air d'attraper le Covid à la fin, c'est presque ironique, mais c'est vrai, d'une certaine façon c'est un peu ça, même si c'est pas vraiment direct, on le comprend comme ça. Et vous avez, et ça c'est très passionnant, dès le début du film on les voit d'ailleurs, les flics du comté d'à côté, le territoire des Pueblos, donc des natifs américains, qui ne veulent pas que ceux des dictateurs viennent sur leur terrain, etc. Il y a une histoire de grounds, hein, de stolen grounds, parce qu'on leur a volé ces terres. Hein. L'idée, elle est là, c'est dit d'ailleurs dans une manifestation, c'est clair. Eh bien, il y a un des flics Pueblo qui va faire son enquête parallèle et qui va très vite comprendre que c'est Joe qui a tué, parce que le slogan qu'il a mis là, c'est avec son écriture, et on le voit sur un tableau blanc. Pas de bol, mais il est un peu bête en même temps. Hein. Aussi Joe, hein, dans son idée de conspiration et autres, être conservateur. D'ailleurs, à partir de là, il a un discours très fasciste, un law and order, etc. Donc il y a une sorte de showdown final, où il va se faire fusillade. C'est un bazar total, on ne sait pas trop qui est derrière. À un moment, on voit KKK évidemment sur les gun shops là. Tout le bazar est là. On comprend que finalement le flic Pueblo là veut peut-être se débarrasser du shérif en le scalpant hein, pour qu'il récupère ses terres. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. C'est très nébuleux à revoir tout ça parce que j'avoue, j'ai pas trop envie de dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai ressenti. Une sorte de revanche absolue de ceux qui ont été marginalisés par l'Amérique, ceux qui étaient là avant les États-Unis. C'est surtout ça. Donc on en revient à ce hobo au début qui a été exclu, comme les Pueblos ont été exclus de ces terres. Ils ont gardé des terres, mais c'est plus vraiment leurs terres, mais c'est encore leurs terres. Il y a toute une idée là-dessus. Tout un délire total. Le jeune Brian qui vient sauver Joe à la fin. Ok, super. Ellipse d'un an, et c'est là où ça devient cynique absolu, et c'est pathétique dans la conclusion. Forme de happy end qui n'est pas happy du tout. Avec Joe qui est devenu maire, mais un maire légume. On se demande comment il a pu être élu, mais bon, chapeauté par la belle-mère qui tire les ficelles. Tiens, le personnage de belle-mère qui domine le beau-fils, on en revient à Boys of Fred. Au final, c'est vraiment l'écho à Boys of Fred, la fin. Jusque dans le lit, quoi. Jusque dans le lit, c'est terrible. Bref, il y a ça. Le personnage du flic afro-américain que l'on pensait mort revient quasi zombifié. C'est presque cette idée-là, c'est terrible. Il y a eu Sinners cette année, il y a un peu quelque chose de ça, et qui va filmer le maire complètement en mode légume sur son fauteuil. Et le personnage de Brian, le jeune là, qui s'était soi-disant engagé, qui a sauvé le flic, et qui s'avère être une sorte d'influenceur totalement héroïsé un an après, en mode « Oh, moi j'ai toujours été pro-gun avec ma famille et tout », donc qui devient en gros maintenant le porte-parole de celui qui a fait régner l'ordre, donc de la droite. Alors ça prouve que finalement son côté antifa au début n'était pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, il a ce discours à un moment très, très étrange, là, oui. Oui, j'ai pas le droit de parler, le privilège blanc et machin, et puis en plus, ce sont des terres volées, mais bon, la bascule, elle va se faire pour lui, dès qu'il saura où trouver sa place. Sa place, le destin lui a trouvé sa place. En même temps, il était d'une famille comme ça, hein. Donc c'est un bazar absolu, où Ari Aster nous dit, bah, l'Amérique, elle aurait pas dû être comme ça. Voilà comment elle est aujourd'hui, mais le mal est profond. Déjà sur ces terres volées. Cette idée de data center, il y a des éoliennes, on rend hommage d'ailleurs au flic Pueblo qui a été tué. C'est là où on se retrouve dans une ironie sombre et cynique, et on a du mal à savoir où est le message Ari Aster, si ce n'est qu'il ne reconnaît rien dans son pays. Pays tellement divisé, tellement cynique, tellement abusé par toute cette modernité de réseau pour avoir la gloriole et tout. Plus personne n'a vraiment de conviction au final, si ce n'est que ceux qui ont des convictions se font étouffer ou marginaliser. Et voilà, on en arrive dans une sorte de happy end de façade qui en est vraiment hyper triste, avec cette scène de fin générique où on voit donc le data center qui brille de nuit. Super, magnifique écrin, mais qu'est-ce que ça va apporter ça? Oui, des emplois peut-être, mais sur ces terres, bon, qui ne sont pas américaines à la base, ils ne sont pas états-uniennes, précision. Je ferme la zone spoiler, je l'ai fait courir les portes là. Si ce n'est que Ari Aster nous fait ici un film donc post-western qui communique et questionne avec ses films d'avant et sur l'Amérique d'aujourd'hui. Il y a une sorte de va-et-vient profond là, qui est assez fascinant. Le film, il est dans tous les sens, il est bizarre, il veut trop en dire et tout dans cette complexité, mais c'est normal, c'est ce qu'il veut dire de l'Amérique. C'est-à-dire que c'est assez bancal parfois, ça peut partir dans tous les sens. La finalité d'une violence totale est terrible parce que c'est accru dans les fusillades et dans tout ça, mais c'est très fort. Et pour en arriver là, on voit la construction qui est une déconstruction. En fait, cette construction de film déconstruit vers le pathétique tous les personnages plus ou moins, ou vers leur fatum. Et alors, à la fin, ça explose. Et c'est ça qui montre. L'Amérique est au bord de l'implosion, si ce n'est, elle a implosé. C'est un petit peu ça. Alors c'est mieux que Civil War d'Alex Garland là-dessus au moins, parce que c'est plus terre à terre de ce qu'on peut sentir, avec des références ancrées, et du cinéma qui est là, avec des transitions très Ari Asteriennes, où pendant une partie du film, il est assez discret là-dessus, puis à un moment, il y a une bascule, il y a une sorte de plan Apocalypse Now avec un avion, là. Je n'ai même pas envie d'analyser cette histoire. Hein. Mais il y a une transition, et là, c'est comme une transition Midsommar, quoi. Il se passe que ça se passe, quoi. Et on rentre un peu dans l'enfer de cette Amérique. Un enfer sombre et crépusculaire. Et ça n'arrête jamais sur la dernière heure. C'est terrible, terrible. C'est un film qui est là, qui vivote et qui bouillonne à la fois, et qui questionne beaucoup de choses. Donc moi j'en parle là, j'ai fait cette vidéo qui va sortir un peu plus tard que d'habitude en ce mercredi parce que je suis rentré un peu plus tard et j'ai pas voulu me presser non plus pour faire n'importe quoi, même si j'ai dit un peu des choses dans tous les sens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse après un seul visionnage d'Eddington? Analyse donc maintenant qui vous est ouverte, vous avez plus de recul à l'écrit, vous aurez peut-être revu et re-revu quand vous aurez envie d'écrire dessus. Et je vous attends au tournant pour qu'on discute de certaines choses, des choses que j'ai peut-être pas perçues, que j'ai oubliées, que j'ai mal dites, ou que j'aurais pu approfondir. Hein. Mais voilà, on y est. Et c'est un film qui fait cet écho de ce qu'est les États-Unis depuis 5 ans, mais bon, au final, de cette histoire de la conquête américaine, hein, on en est là. L'histoire n'est qu'une sorte de boucle, et voilà où on en arrive. À vous la parole, dites-moi votre avis, bien sûr, sur ce Eddington, et on en discute. À la prochaine, ciao!